Il existe en France un village désert depuis mai 1945. Non pas en ruine, mais vide. Les maisons sont toujours là, certaines avec des portes qui ferment encore, des fenêtres aux vitres intactes, des rues pavées couvertes de mousse, mais parfaitement reconnaissables. Si vous vous y promenez aujourd'hui, vous trouverez des meubles poussiéreux dans certaines maisons, des outils rouillés dans les remises, une cloche d'église qui pourrait encore sonner si quelqu'un tirait sur la corde. Tout est là, sauf les habitants. Depuis près de 80 ans, personne n'a vécu ici, et ceux qui ont essayé n'ont pas pu rester. Ce n'est pas l'histoire d'une catastrophe naturelle, d'une évacuation forcée due à la guerre ou d'une contamination chimique. C'est quelque chose de bien plus troublant. C'est l'histoire d'une communauté qui a commis un acte si terrible contre elle-même qu'elle ne pourra plus jamais habiter le lieu où il s'est produit. C'est l'histoire d'une violence si profonde qu'elle a transformé pierres, maisons et rues en monuments involontaires de honte collective. Et c'est une histoire vraie. Le nom du village ne sera pas mentionné ici par respect pour les descendants qui portent encore le poids des événements. Mais il existe. Il figure sur de vieilles cartes. Il est répertorié dans les archives municipales. Et il demeure désert, non pas parce qu'il est interdit d'y vivre, mais parce que personne ne le peut. Si les histoires qui explorent les aspects les plus sombres de la nature humaine vous intéressent, si elles s'intéressent à des événements réels enfouis sous le poids du silence institutionnel et de l'oubli délibéré, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Car certaines vérités historiques doivent être révélées, même et surtout, lorsqu'elles sont dérangeantes. Et celle-ci en est une. Au printemps 1945, la France sortait de 4 années d'occupation nazie. La libération était arrivée l'été précédent, mais le pays était encore meurtri. Il y avait de la joie, certes, la guerre en Europe touchait à sa fin, mais il y avait aussi de la colère. Une colère accumulée, une colère contre ceux qui avaient collaboré avec l'ennemi. Une colère qui, en de nombreux endroits, a explosé en violence. Des exécutions sommaires, des crânes rasés de femmes accusées d'avoir eu des relations avec des soldats allemands, des procès populaires qui ne respectaient guère les procédures légales. C'était une période chaotique et brutale de règlement de comptes. Ce village, petit, rural, comptant environ 400 habitants à l'époque, a vécu tout cela avec une intensité particulière. Comme dans toute communauté occupée, des divisions existaient. Il y avait ceux qui avaient résisté, ceux qui avaient collaboré, et la majorité qui avait simplement tenté de survivre. Mais la frontière entre ces catégories n'a jamais été aussi nette qu'on voudrait l'imaginer. Et lorsque la guerre prit fin, au moment de juger les responsabilités de chacun, quelque chose de terrible se produisit. Une nuit de mai 1945, le village franchit un point de non-retour. Ce qui se passa cette nuit-là n'était ni la guerre, ni la résistance, ni la justice. C'était une violence collective. Des voisins contre leurs voisins, des familles contre leurs familles, une communauté se déchirant de façon si brutale et irréversible qu'au lever du soleil, plus rien ne pouvait être réparé. Dans les semaines qui suivirent, les gens commencèrent à partir, sans qu'on le leur ait ordonné, simplement parce qu'ils ne pouvaient plus y vivre. Ils ne pouvaient plus se regarder. Ils ne pouvaient plus arpenter les rues où l'impensable s'était produit. Et ainsi, lentement mais inexorablement, le village se vida. Aujourd'hui, près de 80 ans plus tard, il demeure tel quel, un fantôme architectural, un monument involontaire à la déshumanisation d'une communauté. Certains l'appellent le village maudit. Mais il n'y a rien de surnaturel ici. La malédiction est entièrement humaine, et c'est pourquoi elle est si terrifiante. Ce que vous allez entendre est basé sur des documents historiques, des témoignages enregistrés, des archives municipales et des récits de descendants. C'est réel, c'est vérifiable, et c'est profondément troublant. Car cela nous oblige à nous interroger, que fait une communauté lorsque le mal ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur? Que se passe-t-il lorsque chacun est à la fois victime et bourreau? Et comment vit-on, ou choisit-on de ne pas, vivre avec un tel souvenir? Découvrons-le ensemble. Avant de poursuivre, une pause s'impose. Des histoires comme celle-ci, des histoires qui ne figurent pas dans les manuels scolaires,
qui ont été délibérément effacés du récit officiel, qui ne survivent que dans des fragments d'archives et dans les souvenirs traumatisés des descendants, existent dans un espace fragile entre le souvenir et l'oubli total. Cette chaîne a été créée précisément pour empêcher cet oubli total, pour documenter des événements que certains ont, à un moment donné, décidé d'oublier, non par sensationnalisme ni par morbidité, mais parce que la mémoire historique, surtout celle des souvenirs douloureux, est un droit collectif. Et lorsque nous laissons certaines histoires disparaître, nous laissons également disparaître les leçons qu'elles recèlent. Si vous pensez que l'histoire ne doit pas être réécrite par commodité, si vous pensez que les vérités difficiles méritent d'être dites avec sérieux et respect, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Activez les notifications, car il ne s'agit pas d'une chaîne à publication quotidienne, mais lorsque nous publions, c'est toujours pour aborder un sujet qui mérite toute votre attention, votre temps, votre réflexion. Ces histoires ne cherchent pas à générer des clics, elles appellent à être vues. Ceci étant dit, revenons en arrière. Retournons en France, en 1945. Retournons dans un petit village, dont le nom se murmure encore entre ceux qui connaissent son histoire. Retournons à l'instant où tout a basculé. Pour comprendre ce qui s'est passé dans ce village, il faut d'abord comprendre la France de cette époque. Mai 1945. La guerre en Europe touchait à sa fin. Hitler se suiciderait dans son bunker de Berlin fin avril. La capitulation allemande serait signée quelques jours plus tard. Après 4 années d'occupation, d'humiliation et de résistance, la France respirait à nouveau. Mais c'était un souffle lourd, chargé de tensions persistantes. La libération, qui avait débuté en août 1944 avec le débarquement en Normandie et la libération progressive du territoire français, ne fut pas suivie d'une paix immédiate. Elle fut suivie de ce que les historiens appellent « épuration », les purges. Une période de règlement de comptes violents, de procès sommaires et d'exécutions extrajudiciaires. On estime qu'entre 10 et 20 000 Français ont été tués durant cette période, accusés de collaboration avec les nazis. Nombre d'entre eux ont été exécutés sans procès. D'autres ont été publiquement humiliés, battus et expulsés. C'était une époque de justice chaotique. La frontière entre résistance légitime et vengeance personnelle était souvent floue. Les comités locaux de libération, composés d'anciens résistants mais aussi d'opportunistes s'appropriant ce titre après la victoire, s'arrogèrent les pouvoirs de police, de juge et de bourreau. Et dans les petits villages, où tout le monde se connaissait, où les rancunes personnelles se perpétuaient depuis des décennies, la situation était particulièrement explosive. Ce village, niché dans les montagnes du centre de la France, était précisément ce genre d'endroit. Petit, isolé. Environ 400 habitants. Des familles qui y vivaient depuis des générations. Tout le monde se connaissait. Et ce qui, en temps normal, crée du lien social, a engendré durant l'occupation quelque chose de bien plus dangereux. Une surveillance mutuelle constante. Pendant les 4 années d'occupation allemande, le village, comme tant d'autres, fut un microcosme des divisions nationales. Il y avait ceux qui résistaient, sabotant discrètement, cachant les fugitifs, transmettant des informations aux alliés. Il y avait ceux qui collaboraient, certains par conviction idéologique, d'autres par opportunisme, d'autres encore simplement par instinct de survie. Et il y avait l'immense majorité qui tentait simplement de traverser ces années sans prendre parti ouvertement, protégeant ses familles, se faisant discrètes. Mais avec la libération, ces nuances disparurent. Soudain, il n'y avait plus que 2 catégories, les patriotes et les traîtres. Et qui décidait dans quelle catégorie chacun se situait? Souvent, leurs propres voisins. Le maire durant l'occupation, un homme désigné dans les archives restantes uniquement comme Monsieur B, avait collaboré administrativement avec les autorités allemandes. Il avait signé des documents et facilité des réquisitions. Mais, selon certains témoignages, il avait aussi protégé des familles juives, les avertissant discrètement des déportations imminentes. Était-il un collaborateur ou un résistant incognito? La réponse variait selon les personnes interrogées. Une famille, propriétaire de la scierie locale,
avait fourni du bois pour les constructions allemandes. Il tirait profit des occupants. Il s'agissait d'une collaboration économique. Mais était-ce un crime de refuser? Et si ce refus entraînait la peine de mort? Il y avait une jeune femme, institutrice, qui avait eu une liaison avec un officier allemand. Dans les mois qui suivirent la libération, elle fut parmi les premières à être publiquement humiliée. On lui rasa la tête sur la place centrale, sous les yeux de la foule. Et il y avait des dizaines d'autres cas, des transgressions mineures, des ambiguïtés morales, la survie confondue avec la trahison. Lorsque la guerre prit fin, lorsque les soldats allemands partirent, lorsqu'il fut enfin possible de parler, d'accuser, d'agir, toutes les tensions accumulées explosèrent. Et en mai 1945, elles explosèrent d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Dans les archives départementales de la région se trouve une collection de documents qui ont survécu au temps et à un abandon délibéré. Parmi eux figurent dans les procès-verbaux des réunions du comité local de libération, tenues entre mars et mai 1945. Ce sont des documents bureaucratiques, rédigés dans un langage administratif aride. Mais entre les lignes, on perçoit la tension croissante. Dans le compte-rendu d'une réunion datée du 15 mars, il est fait mention de la nécessité d'identifier les éléments traîtres encore présents au sein de la communauté. Le 3 avril, il est fait référence à l'établissement de listes de collaborateurs connus. Le 22 avril, une phrase inquiétante apparaît « Des mesures doivent être prises pour restaurer la dignité de la communauté ». Mesures. Quelles mesures? Jean-Claude Moreau, sans lien connu. Avec la famille Moreau de Saint-Étienne-sur-Lys, avait 12 ans au printemps 1945. Il vécut dans le village jusqu'à l'exode final. Des décennies plus tard, déjà âgé, il a livré un témoignage enregistré pour un projet d'histoire orale régionale. Cet enregistrement est disponible aux archives publiques et ses paroles, d'une simplicité glaçante, sont poignantes. Je me souviens que mon père a cessé de parler aux voisins. Ils avaient été amis toute leur vie. Ils chassaient ensemble. Mais après la guerre, mon père a dit qu'il avait vendu des informations aux Allemands. Je ne sais pas si c'était vrai. Mais soudain, plus personne ne leur adressait la parole. Quand ils marchèrent dans la rue, les gens détournèrent le regard. Ce type d'ostracisme social était courant dans toute la France post-libération. Mais dans ce village, quelque chose d'autre se tramait. Le curé de la paroisse, le père Antoine selon les registres, tenta une médiation. Durant ces semaines, dans ses sermons, il parla de réconciliation et de la nécessité de s'en remettre à Dieu et aux autorités légitimes. Mais ces paroles restèrent vaines. La colère l'emportait sur la foi. Des réunions secrètes se tenaient, des réunions officieuses, dans des granges, des maisons isolées, loin des regards du prêtre et du nouveau maire intérimaire. Lors de ces réunions, d'après des témoignages fragmentaires, des listes circulaient, des noms, des accusations, des plans. Puis vint la nuit du 12 mai 1945. La nuit du 12 mai 1945 commença comme tant d'autres en cette fin de printemps. Le soleil se coucha vers 20 heures, les familles dînèrent, les enfants furent mis au lit. Mais dans certaines maisons, des hommes partirent discrètement à la tombée de la nuit. Non pas seuls, mais par petits groupes. Ils marchèrent dans les rues sans électricité. Le village n'avait pas encore retrouvé tout son courant après les années de guerre. Selon le témoignage de Jean-Claude Moreau, enregistré en 1987, il fut réveillé par des voix à l'extérieur. Il était environ 22 heures. Il entendit son père partir. Sa mère restait dans la cuisine, regardant silencieusement par la fenêtre. Lorsque Jean-Claude lui demanda ce qui se passait, elle répondit simplement « Retourne te coucher ». Mais il ne revint pas. Il resta à épier par l'entrebâillement de la porte de sa chambre. Et il vit des hommes passer dans la rue. Beaucoup d'hommes. Certains portèrent des torches, d'autres des outils agricoles. Il n'y avait pas d'organisation. Militaire, pas d'uniforme. C'étaient des voisins, des connaissances, le boulanger, le forgeron, l'instituteur qui avait rejoint la résistance dans les derniers mois de la guerre. Ils se dirigeaient vers la place centrale. Ce qui s'est passé sur cette place dans les heures qui ont suivi a été reconstitué à partir de multiples témoignages. Certains recueillis
immédiatement après les faits, d'autres des décennies plus tard, toujours fragmentaires, toujours hésitants. Aucun témoignage n'est complet. Aucun ne raconte toute l'histoire. Mais ensemble, ils forment un tableau. Une quarantaine de personnes, hommes, femmes et quelques adolescents, furent arrêtés à leur domicile et conduites sur la place. Elles figuraient sur des listes établies les semaines précédentes. Les accusations étaient diverses. Collaboration administrative, corruption, dénonciation de résistants, relations avec les soldats d'occupation. Certaines accusations étaient fondées, d'autres n'étaient que rumeurs, et d'autres encore n'étaient que des règlements de compte personnels déguisés en justice patriotique. Le plan initial, d'après des témoignages ultérieurs, prévoyait un procès public, une forme de justice populaire. Les personnes accusées auraient été confrontées à leurs actes et auraient eu la possibilité de se défendre. Ensuite, le comité local de libération aurait décidé exil, emprisonnement, voire exécution dans les cas extrêmes. Mais les procès exigent de l'ordre. Ils requièrent le respect des procédures. Ils exigent que la raison l'emporte sur l'émotion. Et cette nuit de mai 1945, avec toute la colère accumulée de 4 années d'occupation, avec toute l'humiliation, avec toute la peur refoulée trouvant enfin un exutoire, l'ordre n'a pas prévalu. Quelqu'un a crié, quelqu'un a accusé, quelqu'un a jeté la première pierre, au sens propre du terme. Et puis, comme un barrage qui cède, la violence a éclaté. Je ne décrirai pas en détail ce qui s'est passé. Ce n'est pas nécessaire. Ce serait irrespectueux. Mais il est nécessaire de dire ceci. Au lever du soleil, le 13 mai 1945, 37 personnes étaient mortes. Non pas sur ordre d'exécution, non pas par un peloton d'exécution, mais à coups de lapidation, sous les flammes, par une violence collective incontrôlée, par une foule qui s'est transformée en quelque chose qu'aucun de ses membres ne serait devenu seul. Et c'est là que réside l'horreur la plus profonde. Il ne s'agissait pas seulement de résistants fanatiques qui y ont participé. C'étaient des gens ordinaires, des pères, des mères, des jeunes, des gens qui, quelques semaines auparavant, achetaient leur pain à la même boulangerie, priaient à la même église, envoyaient leurs enfants à la même école que les victimes. La violence ne venait pas de l'extérieur. Elle venait de l'intérieur même de la communauté. Et c'est ce qui la rend impardonnable. Jean-Claude Moreau se souvient de s'être réveillé dans un silence pesant, anormal. Aïdam quitta la maison. Sa mère ne l'arrêta pas, assise à la table de la cuisine, immobile, le regard perdu dans le vide, et se dirigea vers la place. D'autres personnes y allaient aussi, sans courir, en marchant lentement, comme si personne n'avait vraiment envie d'y arriver, mais que chacun savait qu'il le fallait. La place était méconnaissable. Du sang maculait les pierres. Des corps gisaient là, certains recouverts de draps apportés à la hâte, d'autres encore à découvert. Des objets jonchaient, le sol, chaussures, lambeaux de vêtements, outils abandonnés, et tout autour des gens, des dizaines de personnes. Certains pleuraient, d'autres, sous le choc, fixaient le vide, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient, et certains, ceux qui avaient participé, restaient silencieux, réalisant peut-être pour la première fois à la lumière du jour ce qu'ils avaient fait. Le prêtre, le père Antoine, était agenouillé près d'un corps. Il ne priait pas. Il se contentait de regarder. Lorsqu'une personne s'approcha de lui et lui demanda ce qu'il convenait de faire, il ne répondit pas. Il secoua simplement la tête. Vers midi, les autorités extérieures arrivèrent. Des soldats français d'une garnison située à 40 km de là, alertés par une personne, dont l'identité n'a jamais été précisée, qu'un drame s'était produit. L'officier responsable, un capitaine dont le nom apparaît dans les rapports sous la seule appellation de capitaine Renard, resta plusieurs minutes à l'entrée de la place. Les témoins décrivent son expression comme celle d'une profonde stupéfaction. « Que s'est-il passé ici ?» a-t-il demandé au maire intérimaire. La réaction fut hésitante et fragmentée. La justice, les collaborateurs, ont dérapé. Renard ordonna de recouvrir et d'enlever tous les corps.
Il ordonna de laver la place. Mais même après que l'eau eut ruisselé sur les pierres, même après que les corps eurent été transportés dans un lieu de stockage improvisé à l'intérieur de l'église, le poids de ce qui s'était passé demeurait, visible sur chaque visage, palpitant dans l'air. Les jours suivants, on tenta d'établir les responsabilités. Qui avait organisé le massacre? Qui l'avait dirigé? Qui avait tué? Mais il était impossible de répondre à ces questions. Pratiquement toute la population adulte du village, soit figurait parmi les morts, soit y avait participé d'une manière ou d'une autre, soit avait assisté à la scène sans intervenir. Où tracer la ligne entre coupables et innocents quand presque tous avaient franchi une limite morale cette nuit-là? Des poursuites ont été engagées, des personnes ont été interrogées, des rapports ont été rédigés. Mais il est vite apparu que poursuivre cette affaire reviendrait à poursuivre toute une communauté. Et cela, l'État français, encore fragile, encore en train de reconstruire sa légitimité après l'occupation, n'était pas disposé à le faire. Puis commença quelque chose de plus subtil, de plus insidieux, le silence. Marie Dufour avait 23 ans en mai 1945. Elle n'a pas participé aux violences. Elle était enceinte, chez elle avec sa jeune fille. Mais son mari était là. À son retour ce matin-là, il avait du sang sur les mains. Il n'a rien dit. Elle n'a rien demandé. Mais tous deux savaient. Des décennies plus tard, dans une interview accordée à un historien local en 1979, elle décrivit les semaines qui suivirent. Je ne pouvais plus le regarder de la même façon. Je ne pouvais plus regarder personne. Quand j'allais au marché, car il y avait encore un marché, la vie essayait de reprendre son cours. Je voyais les mêmes personnes, mais elles n'étaient plus les mêmes, ou peut-être qu'elles étaient exactement les mêmes, et c'était le plus terrifiant. Mon voisin, qui me saluait toujours avec un sourire, était là ce soir-là. Je l'ai vu. Comment aurais-je pu lui répondre? Ce sentiment d'impossibilité psychologique se répandit dans le village comme une maladie invisible. Les gens essayaient de continuer, de reprendre leurs habitudes. Mais chaque pierre de la place, chaque coin de rue, chaque visage portait le souvenir de cette nuit. Et peu à peu, les familles commencèrent à partir. D'abord, ceux qui étaient le plus directement impliqués, ceux dont les mains étaient littéralement tachées de sang. Ils ont quitté le village en silence, pendant la nuit, n'emportant que l'essentiel. Pas d'adieu, pas d'explication. Ils ont tout simplement disparu. Puis arrivèrent les familles des victimes. Ceux qui avaient perdu des parents, des frères et sœurs, des enfants. Ils ne pouvaient plus vivre aux côtés de ceux qui avaient tué leurs proches. Il n'y avait plus justice à obtenir. L'État avait clairement indiqué qu'il ne poursuivrait pas l'affaire. Il ne leur restait donc plus qu'à partir. Et puis, il y avait les autres. Ceux qui n'avaient pas participé aux événements ni perdu personne, mais qui ne pouvaient plus supporter d'y vivre. Le poids était trop lourd. La culpabilité collective, d'en avoir été témoin, de ne pas l'avoir empêché, d'appartenir à une communauté qui avait commis un tel acte, était insupportable. En juin 1945, une centaine de personnes avaient déjà quitté le village. En septembre, plus de la moitié de la population d'origine était partie. En décembre, il en restait moins de 50. Et en mai 1946, exactement un an après le massacre, le village était pratiquement désert. Il n'y a eu aucun ordre d'évacuation. Aucune expropriation n'a été prononcée par le gouvernement. Aucune interdiction officielle n'a été édictée. Les gens ne pouvaient tout simplement plus y vivre. C'est ainsi que, par une décision collective non déclarée, le village a été abandonné. Mais pourquoi cet événement n'est-il pas consigné dans les livres d'histoire? Pourquoi n'y a-t-il ni monument, ni reconnaissance officielle, ni journée nationale de commémoration? La réponse se trouve dans les archives, ou plutôt, dans leur absence. Les premiers, rapports militaires existent. Il existe des documents datés de mai et juin 1945 décrivant le massacre. Mais en juillet 1945, un ordre est arrivé de Paris. Les documents devaient être déclassifiés pour des raisons de sécurité nationale. Sécurité nationale? Un massacre dans un village rural insignifiant? La vérité, comme le suggèrent les historiens qui ont étudié cette période,
et que l'État français se trouvait dans une situation délicate. Le pays tentait de reconstruire son identité nationale après 4 années d'occupation et de collaboration. Le récit officiel mettait l'accent sur l'héroïsme de la résistance, la victoire sur le nazisme et l'unité nationale. Un événement montrant des Français s'entretuant, des résistants transformés en meurtriers, la justice populaire dégénérant en barbarie, ne correspondait pas à ce récit. Ainsi, volontairement ou non, l'affaire a été laissée à l'abandon. Les journaux locaux qui l'avaient initialement couverte ont cessé d'en parler. Les témoins ont été dissuadés, jamais officiellement menacés, mais subtilement amenés à croire qu'il valait mieux se taire. Les poursuites ont été classées sans suite, faute de preuves concluantes. Des documents ont été perdus, égarés ou classés confidentiels pendant des décennies. En 1952, un journaliste d'investigation lyonnais nommé Pierre Vernet entreprit de publier un reportage détaillé sur le massacre. Il avait passé des mois à interviewer des survivants, à rassembler des documents et à reconstituer les événements. Son reportage était prêt à paraître dans le journal. Le projet fut soudainement annulé. Aucune explication officielle ne fut fournie. Vernet décrira plus tard, dans des lettres personnelles découvertes après sa mort, les pressions exercées de très haut niveau pour l'abandonner. Les documents qu'il avait rassemblés disparurent. Certains furent restitués aux archives officielles, où ils restèrent sous scellés. D'autres s'évaporèrent tout simplement. Et Vernet, frustré mais conscient des limites de son action, abandonna l'enquête. Ce n'était pas un cas isolé. Tout au long des années 1950 et 1960, plusieurs tentatives pour porter l'événement à l'attention du public furent systématiquement bloquées. Non pas par une censure explicite, la France était après tout une démocratie, mais parce que l'historien Henri Rousseau appellera plus tard le syndrome de Vichy, l'incapacité nationale à aborder pleinement les zones d'ombre morale de l'occupation et de la libération. Ce massacre n'était pas un cas isolé. D'autres eurent lieu disséminés à travers le pays. Mais la plupart avaient fait l'objet de poursuites, du moins en apparence. Il y eut des procès, des condamnations, une forme de clôture officielle. Ce village, pour des raisons jamais pleinement élucidées, fut laissé dans l'oubli. Ni officiellement oublié, ni commémoré publiquement. Simplement, réduit au silence. Et le silence, il s'avère, peut être tout aussi violent que l'événement initial. Dans les années 1950, alors que la France était en pleine reconstruction d'après-guerre, le gouvernement tenta de repeupler le village. Le pays avait besoin de terres agricoles. Le village était désert, mais les terres environnantes étaient fertiles. Pourquoi ne pas y faire venir de nouvelles familles? En 1954, une famille d'agriculteurs bretons, un mari, une femme et leurs 3 jeunes enfants, fut encouragée à s'y installer. Ils bénéficièrent de subventions, de matériel et de promesses de soutien. Ils arrivèrent en mars de la même année pleins d'espoir et de détermination. Cela a duré 4 mois. Son épouse, Madame Geneviève Larue, a accordé une entrevue bien des années plus tard, en 1989, à une radio locale. Ses propos sont révélateurs. Au début, tout semblait parfait. Un village entier pour nous. Des maisons intactes, prêtes à être habitées. Mon mari disait que c'était un don du ciel. Mais quelque chose clochait. Je ne saurais l'expliquer précisément. L'atmosphère était pesante, oppressive. Mes enfants ne voulaient pas jouer dehors. Ils disaient se sentir observés. Moi-même, je faisais des cauchemars constants. Je rêvais de gens qui criaient, de feu. Je me réveillais en pleine nuit, le cœur battant la chamade. À l'époque, elle ignorait tout de l'histoire du village. Personne ne la leur avait raconté. On leur avait seulement dit qu'il avait été abandonné après la guerre. Ce n'est que plus tard, en interrogeant les habitants des villages, voisins, que des bribes de vérité commencèrent à émerger. Et lorsqu'ils découvrirent la vérité, ils partirent aussitôt. D'autres tentatives eurent lieu. Dans les années 1970, un groupe d'artistes et d'intellectuels parisiens, séduits par l'idée romantique d'une communauté rurale alternative, tentèrent de s'y installer. Ils connaissaient l'histoire du lieu, du moins en partie, mais croyaient pouvoir le purifier énergétiquement, lui insuffler une nouvelle vie. Ils y restèrent 1 an.
un à un, ils repartirent. Ils évoquaient les mêmes symptômes. Cauchemars, sentiment d'oppression, incapacité à trouver la paix. Dans les années 1990, une famille allemande, ironie du sort, acheta l'une des maisons pour la restaurer. Ils souhaitaient en faire une résidence secondaire. Ils y passèrent plusieurs week-ends à tenter de la rénover. Mais au bout de 6 mois, ils abandonnèrent. Le mari, dans une lettre à un ami qui fut plus tard rendu public, écrivit « Je ne peux pas l'expliquer, rationnellement. Mais il y a dans ce lieu une tristesse palpable, comme si les pierres elles-mêmes en étaient le rappel. Et peut-être s'en souviendront-ils, non pas de façon mystique, mais de façon très concrète. La violence laisse des traces, non seulement sur les personnes, mais aussi sur les lieux. Et lorsque la violence est si intense, si collective, si brutalement vécue, ces traces ne disparaissent pas facilement. La malédiction du village n'est pas surnaturelle. Elle est profondément humaine. C'est le poids accumulé des traumatismes non résolus, de la culpabilité inavouée et des souvenirs refoulés. Et elle est bien réelle. J'ai parlé avec des descendants de personnes impliquées dans cette nuit de mai 1945. Il n'est pas facile de les retrouver. Beaucoup ont changé de nom de famille, d'autres refusent de parler. Mais certains, surtout parmi les jeunes générations, estiment que ce silence a trop duré. Mathieu R., dont le grand-père paternel était présent sur la place ce soir-là, on ignore précisément à quel titre, a aujourd'hui 52 ans et vit à Toulouse. Il n'a jamais connu son grand-père décédé avant sa naissance, mais il a grandi avec son ombre. Mon père n'en a jamais parlé ouvertement, m'a-t-il dit, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Enfant, je l'interrogeais sur mes grands-parents, sur nos origines. Mon père changeait de sujet. Quand j'insistais, il s'agaçait. Ce n'est qu'à 20 ans, après la mort de ma grand-mère, qu'il a fini par me le dire. Pas tout, juste des bribes. Il m'a dit que mon grand-père avait participé à quelque chose d'horrible pendant la libération, qu'il ne s'était jamais pardonné, qu'il était mort ivre, hanté par ses souvenirs. Mathieu marqua une pause, puis reprit. Comment peut-on vivre avec ça? Savoir que son grand-père, un homme qu'on n'a jamais connu, a peut-être tué des gens, pas au combat, pas à la guerre, mais sur la place d'un village, contre des voisins désarmés, c'est une honte qu'on porte, sans avoir rien fait. Et le pire, c'est qu'il n'y a jamais eu de reconnaissance. Il n'y a jamais eu de procès. Il n'y a jamais eu de conclusion. De l'autre côté, il y a les descendants des victimes. Sophie M., petite fille d'une des femmes tuées cette nuit-là, porte un chagrin différent mais tout aussi douloureux. Ma grand-mère a été accusée d'avoir eu une liaison avec un officier allemand, expliqua-t-elle. C'est peut-être vrai, je ne sais pas. Elle était jeune, elle était seule. Mon grand-père était mort en 1940, au début de la guerre. Mais même si c'était vrai, cela justifiait-il ce qu'ils lui ont fait? Elle a été battue à mort sur la place publique. Ma mère, qui avait 9 ans à l'époque, a tout vu de loin. Elle ne s'en est jamais remise. Elle a passé sa vie à faire des cauchemars. Et nous, ses petits-enfants, avons grandi avec cette douleur transmise. Aucune tombe où se recueillir. Aucune reconnaissance officielle du sort de notre grand-mère, victime d'une injustice, seulement le silence. À cela s'ajoute une difficulté supplémentaire. Certaines familles comptent des membres des deux côtés, victimes et agresseurs. Car dans une petite communauté où tous sont liés par le sang ou par alliance, ces liens s'entrecroisent inévitablement. Laurent D., aujourd'hui âgé de 68 ans, a découvert il y a quelques années que son grand-père maternel avait été tué lors du massacre, tandis que son grand-père paternel y avait participé en tant que membre du comité de libération. C'est comme porter une guerre civile en soi, a-t-il déclaré. On est à moitié victime, à moitié bourreau. Comment concilier cela? Chaque année, le 13 mai, un petit groupe de descendants se réunit discrètement sur les ruines du village. Il n'y a pas de cérémonie officielle, pas de prêtre, pas de discours. Ils déposent simplement des fleurs, certaines sur la place centrale, lieu du massacre, d'autres devant les maisons où vivaient les victimes.
Et il reste là quelques minutes, en silence. C'est tout ce que nous pouvons faire, m'a dit Sophie. Se souvenir, parce que si nous ne nous souvenons pas, qui le fera? Je suis retourné récemment au village. C'est de nouveau le printemps, près de 80 ans après ce printemps de 1945. La végétation a envahi de nombreuses rues. Certaines maisons se sont effondrées, d'autres demeurent étrangement intactes, comme si elles attendaient le retour de leurs habitants. Je me suis rendu sur la place centrale. Les pierres sont toujours là. Elles ne sont plus tachées de sang mais de mousse et de temps. L'église voisine a perdu une partie de son toit. Mais la cloche est toujours là, suspendue, rouillée, muette. Je me suis assise sur un banc de pierre qui avait traversé les décennies et j'ai essayé d'imaginer à quoi ressemblait cet endroit autrefois. Des enfants qui jouaient, des femmes qui discutaient, des hommes qui revenaient des champs. La vie quotidienne, ordinaire et simple. Alors j'ai essayé d'imaginer cette nuit-là. La terreur, la violence, l'effondrement total de tout ce qui cimente une communauté. Ce qui s'est passé ici n'était pas la guerre. La guerre a des ennemis clairement définis. Elle a des lignes de front. Elle a des règles, même si elles sont fréquemment transgressées. Ce qui s'est passé ici était quelque chose de plus primitif et de plus terrifiant. Une communauté qui s'est retournée contre elle-même avec une violence si brutale qu'elle était irréparable. Et la question, qui demeure, la question à laquelle ce village silencieux nous oblige à faire face, est la suivante. Comment la justice peut-elle être rendue quand tout le monde est coupable? Quand victimes et bourreaux partagent le même espace, les mêmes noms, les mêmes familles, l'État français a choisi le silence. Il a choisi de laisser le temps effacer le souvenir. Et, dans une large mesure, cela a fonctionné. La plupart des Français n'ont jamais entendu parler de ce village. Il ne figure pas dans les manuels scolaires. Il n'y a aucun panneau touristique. Il n'y a aucune reconnaissance officielle. Mais le silence n'est pas l'oubli. Il n'est que mémoire refoulée. Et la mémoire refoulée ne disparaît pas. Elle fermente, pourrit, contamine. Ce fardeau pèse sur les descendants. Le village déserté porte ce fardeau. Et d'une certaine manière, toute la France le porte, même sans le savoir. Car il ne s'agit pas simplement de l'histoire d'un village, c'est l'histoire de ce qui se produit lorsque la violence collective n'est pas combattue, lorsque le traumatisme n'est pas surmonté, lorsque justice n'est pas rendue, non pas parce que c'est impossible, mais parce que c'est gênant. La malédiction de ce village est bien réelle, mais elle ne vient pas des fantômes. Elle vient du refus de se souvenir, elle vient du choix du silence, elle vient de l'incapacité à dire « c'est arrivé, c'était terrible, nous en sommes responsables et nous devons trouver un moyen de vivre avec ». Sur le chemin, du retour, en passant devant des maisons vides et des jardins sauvages, une question me taraudait. Combien d'autres endroits comme celui-ci existent? Pas seulement en France, mais partout dans le monde. Des lieux où la violence a été commise puis systématiquement effacée de la mémoire collective. Des lieux qui portent en silence le poids de traumatismes non résolus. Et la réponse, qui fait peur, est beaucoup. Plus que nous ne voudrions l'admettre. Ce village restera désert. Probablement à jamais. Non pas par la loi, non pas par contamination physique, mais parce que certains lieux sont chargés d'histoire, parce que certaines violences laissent des traces indélébiles. Et peut-être est-il juste qu'il en reste ainsi, comme un monument involontaire, comme un rappel silencieux de ce dont nous sommes capables lorsque nous perdons notre humanité. La mémoire, même douloureuse, surtout douloureuse, doit être préservée, car oublier n'est pas la paix. C'est simplement la poursuite de la violence par d'autres moyens. Lorsque les derniers habitants quittèrent ce village en 1946, ils fermèrent les portes derrière eux. Ils verrouillèrent les fenêtres. Certains y mirent même des cadenas, comme s'ils voulaient sceller non seulement les maisons, mais aussi les souvenirs. Comme s'il était possible d'enfermer le passé et de simplement s'en éloigner. Mais près de 80 ans plus tard, les portes restent closes. Et le souvenir, cette chose tenace et lancinante qui refuse de s'effacer complètement, persiste. Dans les pierres de la place, dans les récits fragmentaires, dans les cauchemars des descendants qui n'y ont jamais été
mais qui en portent le poids, comme s'ils y avaient été. 37 personnes périrent en une seule nuit de mai 1945. Non pas au combat, ni en légitime défense, mais dans une explosion de violence collective perpétrée par une communauté entière contre elle-même. Et dans les années qui suivirent, cette même communauté se dissolut, incapable de survivre là où elle avait franchi une limite morale irréversible. Cela nous laisse face à des questions qui n'ont pas de réponse facile, des questions troublantes précisément parce qu'elles ne peuvent être résolues par de simples jugements. La première question est la suivante. Lorsqu'une communauté entière participe à un crime, non pas un groupe isolé, ni une faction extrémiste, mais des voisins ordinaires, des pères de famille, des gens qui jusqu'alors menaient une vie moralement normale, qui doit être tenu pour responsable? Tout le monde? Personne? Et si tout le monde est coupable, comment rendre justice sans détruire la notion même de communauté? L'État français a choisi le silence. Était-ce le bon choix? Ou simplement le plus commode? La deuxième question est encore plus troublante. Qu'est-ce que cela révèle de nous? De chacun d'entre nous? Car il est rassurant de croire que ce genre de violence provient de monstres, de personnes fondamentalement différentes de nous. Mais ceux qui ont commis ces actes n'étaient pas des monstres. C'étaient des agriculteurs, des enseignants, des commerçants, des gens ordinaires qui, dans des circonstances particulières, la peur, la colère, la pression des pairs, un sens perverti de la justice, sont devenus capables de l'impensable. Combien d'entre nous peuvent honnêtement affirmer que, dans des circonstances similaires, nous n'agirions pas de la même manière? Que nous ne participerions pas? Que nous ne resterions pas les bras croisés face à l'acte d'autrui? Et troisièmement, que devons-nous aux victimes? Aux victimes directes, ces 37 personnes tuées sans procès équitable, sans procédure régulière, sur la seule base d'accusations allant du fondé au purement vengeur. Mais aussi aux victimes indirectes, les auteurs de ces crimes qui ont vécu le reste de leur vie tourmentée, les descendants qui portent le poids de la honte et d'une douleur intergénérationnelle, la communauté elle-même, psychologiquement anéantie cette nuit-là. Leur devons-nous la vérité, la reconnaissance, le souvenir? Ou bien, parfois, oublier est-il plus humain que se souvenir? Je n'ai pas de réponse définitive, et je suppose que vous non plus. Mais ce sont des questions qui méritent d'être posées, qui doivent l'être. Car tant que nous les poserons, tant que nous refuserons les explications simplistes ou l'oubli facile, il y aura de l'espoir d'apprendre quelque chose. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que l'État français aurait dû poursuivre toutes les personnes impliquées, même en sachant que cela reviendrait à poursuivre toute une communauté? Croyez-vous que, parfois, l'oubli institutionnel soit justifiable pour permettre à une société d'avancer? Ou pensez-vous, comme j'ai tendance à le croire, que la mémoire, même la mémoire douloureuse, surtout la mémoire douloureuse, est un devoir que nous avons non seulement envers les morts, mais aussi envers les vivants et les générations futures? Votre avis compte. Ce documentaire n'est pas à regarder passivement. C'est une invitation au dialogue, à une réflexion collective sur la mémoire, la justice et les limites de la nature humaine. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si elle vous a amené à vous interroger, si elle vous a fait prendre conscience de l'importance de préserver les histoires que certains ont choisi d'effacer, alors n'hésitez pas à la liker. Non pas pour l'algorithme, même si cela joue un rôle, mais parce qu'un like est une façon de dire « cette histoire mérite d'être racontée ». Ces vies méritent d'être commémorées. La mémoire est essentielle. Abonnez-vous à la chaîne, car ce village n'est pas un cas isolé. Il existe d'autres lieux, d'autres communautés, d'autres événements où des violences ont été commises, puis systématiquement effacées de l'histoire officielle. Dans le prochain documentaire, nous traverserons la Méditerranée pour nous rendre en Grèce, où, en 1949, une île entière fut le théâtre d'un massacre qui a déchiré des familles pendant des générations, et que le gouvernement grec a tenté d'effacer des archives pendant plus de 60 ans. L'histoire continue de s'écrire, et de se réécrire, et de s'effacer. Et il est de notre responsabilité de veiller à ce que certaines histoires,
aussi dérangeantes soient-elles, ne disparaissent pas complètement. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de vous être laissé toucher par cette histoire. Merci de vous en souvenir. Car au final, la mémoire est résistance. La mémoire est justice. La mémoire est le seul moyen de garantir que les morts ne meurent pas deux fois, une fois dans la chair et une autre fois dans l'oubli. Et n'oubliez jamais, le silence est aussi un choix, et chaque choix a des conséquences. Ce village restera désert, mais son histoire n'est pas condamnée à rester silencieuse.